Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. La santé mentale des élèves comme celle des personnels d'éducation est préoccupante. Mais sur le terrain, les solutions pour les accompagner manquent cruellement. C'est en tout cas le constat alarmant révélé par une étude du réseau Les Entreprises pour la Cité qu'on va vous détailler dans quelques instants. Remettre l'école au milieu du village, voter pour l'école, ce sont les cris du cœur de nos deux invités qui veulent interpeller les candidats aux élections municipales pour qu'ils renforcent leur ambition en matière d'éducation. On va en parler avec elle en deuxième partie d'émission. Et puis dans sa chronique, Alix Nguyen vous parlera de ce professeur de mathématiques qui est l'un des grands gagnants des TikTok Awards. Alix qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Alix. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, on commence avec un nouveau scandale dans un foyer parisien de l'aide sociale à l'enfance. 2 jeunes enfants ont été rasés à blanc en juillet dernier. Pour rappel, début décembre, une affaire similaire avait éclaté, celle d'Eliott, 8 ans, dont le crâne avait été rasé en guise de punition. Cette fois, les faits se seraient déroulés dans un foyer du 18e arrondissement, une semaine seulement après le placement provisoire des 2 garçons âgés de 3 et 4 ans. Alors qu'ils leur rendent visite à leur maman, Lola, celle-ci ne les reconnaît pas. Je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Je me suis aperçue qu'ils avaient eu les cheveux complètement tondus, vraiment à blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un duvet de cheveux. Ce ne sont plus mes enfants presque. Dans mon esprit, ils sortent d'un camp. Je suis restée figée. J'ai dit, qu'avez-vous fait à mes enfants? Et là, on me dit, oui, ils ont les cheveux coupés. Je dis, ils sont tondus. Moi, je le considère comme une violence inouïe. Il n'y a pas de mots. Ma volonté est de me dire qu'un jour, les enfants poseront des questions. Et je souhaite pouvoir y répondre en disant qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour répondre à cette humiliation. S'agissant des responsables du foyer, ils affirment que cette coupe aurait été décidée avec la mère pour faciliter le traitement anti-poux. Ils reconnaissent néanmoins que ce geste sortait du cadre habituel de leur mission. La maman va porter plainte. La mairie de Paris, de son côté, a saisi la justice et convoqué la directrice de l'établissement. Allez, on revient sur l'explosion mortelle à Trévoux, dans l'Ain. Le parquet de Bourg-en-Bresse confirme qu'elle a été provoquée par le suicide au gaz d'une femme. Ce drame a coûté la vie à 3 personnes, dont 2 enfants de 3 et 5 ans. 13 autres personnes ont été hospitalisées en urgence relative et plus d'une 50aine ont reçu un suivi pour blessures légères ou soutien psychologique. Une cellule d'aide a été mise en place pour accompagner les familles. Madeleine et Magali, 2 habitantes de Trévoux, étaient présentes hier soir à la messe d'hommage. Elles racontent leur émotion, des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Ça me touche beaucoup, c'est horrible, c'est triste. Et ça me fait beaucoup de peine, en fin de compte, pour une femme qui a voulu se suicider, qui a ouvert le gaz, mais c'est horrible. Mais c'est quoi ça? C'est triste, voilà, c'est triste. C'est un énorme choc. On ne s'attendait pas du tout à ce dénouement, pas du tout. On est là ce soir pour rendre hommage à ces 2 petits bouts et puis pour soutenir comme on peut ces 2 parents et puis ce grand frère pour leur donner tout notre soutien. Voilà des témoignages qui illustrent le choc immense pour cette petite commune. On change de sujet avec cet avertissement pour les jeunes internautes et les moins jeunes d'ailleurs. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Oui, créée par intelligence artificielle, une vidéo annonçant un faux coup d'État en France a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Celle-ci a été vue plus de 13 millions de fois. Cyril Gélibder, docteur en histoire et expert en renseignement, rappelle l'importance d'adopter de bons réflexes face à l'information en ligne, surtout chez les jeunes. Il était l'invité de Loïc Delamornay hier soir sur France Info. Il faut éduquer les jeunes en disant comment distinguer une vraie information d'une fausse, quels sont les risques. Enfin, vous savez, ça c'est le travail du renseignement justement, puisque vous me sollicitez sur les questions de renseignement justement. C'est ce qu'on leur apprend aux analystes. Vous recevez des informations, vous triez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et qu'est-ce qui aussi est possible, probable, voire hautement probable. Il y a toujours une forte pondération. Voilà un témoignage qui souligne l'importance de développer chez les jeunes un regard critique. Chez les jeunes, et je le répète, chez les moins jeunes aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui se sont fait avoir par cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pessimisme et baisse de la fécondité sont-ils liés? On va s'intéresser maintenant à la perception des Français sur ce sujet et à leur volonté d'avoir
ou non des enfants. Oui, selon la note de conjoncture de l'INSEE, la dernière, 68% des Français se disent pessimistes pour l'avenir du pays, et ce, même si leur situation personnelle semble un peu plus optimiste. Mais si la France fait partie des pays les plus moroses d'Europe, au même titre que l'Espagne ou l'Italie par exemple, pour David Duhamel, docteur en économie à Sciences Po Paris, il n'y a pas nécessairement de lien direct entre pessimisme et volonté d'avoir des enfants. Il était lui aussi l'invité de Loïc Delamornay. Ce qui pèse sur la décision d'avoir un enfant, à titre en tout cas macroéconomique, pays par pays, c'est pas tellement l'optimisme ou le pessimisme, puisque la France étant plus pessimiste que les autres, on fait quand même plus d'enfants, notamment que les pays les plus heureux du monde. Les Finlandais, les Norvégiens, les Suédois, ils en font moins. Et sur la planète, c'est bien les endroits où ça va le plus mal qu'on fait le plus d'enfants. Donc, en revanche, donc c'est pas forcément lié. Non, Okay. Cela dit, c'est vrai que notre jeunesse annonce des désirs d'enfants plus bas, en partie parce qu'ils sont anxieux, pessimistes, inquiets. Donc ça, c'est vrai. Mais sur le classement, sur le bonheur, il y a quelque chose de très intéressant. Les premiers pays, c'est toujours les mêmes. Moi, je les appelle les good guys. Donc, c'est Norvège, Suède, Danemark, Islande. C'est les Nordiques et les Scandinaves. Et qu'est-ce qui les sépare du reste, en fait ? C'est un très fort taux de confiance. Confiance dans l'avenir, mais surtout confiance dans sa société, confiance dans ses institutions, sa police, sa justice, ses hommes politiques, etc. Hommes-femmes politiques. Et nous, en France, nous sommes les champions de la défiance. C'est-à-dire que pareil, quand on se compare avec les Italiens ou les Allemands, c'est nous qui accordons le moins de confiance à nos hommes politiques, à nos institutions. Et ça, la confiance, c'est vraiment le bonheur. Mais on peut être pessimiste, mais confiant dans notre capacité à affronter les choses. C'est deux choses un petit peu différentes. Et quand on a des enfants, forcément, il faut leur trouver des aliments adaptés. Et cette question, les aliments pour bébés, sont-ils vraiment sains ? C'est une nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs qui nous alerte sur la qualité des produits destinés aux tout-petits. Oui, plus de la moitié des biscuits, yaourts, compotes et purées sont ultra transformés et contiennent des arômes ou des additifs artificiels. Selon l'étude, une exposition précoce pourrait favoriser à terme obésité, diabète ou maladie cardiaque. Attention notamment aux desserts lactés et biscuits. Plus de 90% de ces produits sont ultra transformés. On écoute Sophie Kwan, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs. C'était au micro de Louise Salé sur RMC. Dans les desserts lactés, l'ultra-transformation prend la forme de jus concentré de fruits, d'arômes naturels ou artificiels, ou de pectine. On a été estomaqué de découvrir l'équivalent de biscuits apéro pour bébé. Parce que c'est des produits très légers, très croustillants. Et donc, ça engage le cerveau à en manger davantage. C'est habituer le bébé au prêt-à-manger et au snacking. Les fruits restent donc le meilleur choix. Parmi les marques pointées du doigt, Nestlé et Blédina proposent le plus de produits transformés. Le choc des savoirs revient au cœur de l'actualité. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler. Eh bien, au collège, le ministère de l'Éducation nationale s'apprête à assouplir une mesure phare de ce dispositif. 2 ans après leur création, les groupes de besoins en mathématiques et en français pourraient ne plus être obligatoires pour les 6e et 5e. Pour rappel, ce dispositif voulu par Gabriel Attal a été mis en place à la rentrée 2024. Il avait suscité une forte opposition de la communauté éducative et des résultats jugés décevants par l'inspection générale. Le ministère invoque désormais un retour à la confiance accordée aux équipes pédagogiques. Les nouveaux textes doivent encore être examinés avant une publication prévue en janvier. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ces étudiants qui veulent aller étudier ailleurs. C'est vrai que c'est toujours un moment particulier dans une scolarité. Le Royaume-Uni fait son grand retour dans le programme Erasmus après 5 ans d'absence dû au Brexit, bien sûr. Tout à fait. Londres et Bruxelles ont annoncé hier un accord permettant aux étudiants britanniques et européens de participer à Erasmus+, dès janvier 2027. Près de 100 000 étudiants britanniques pourront donc étudier ou faire un stage en Europe. Les étudiants européens, quant à eux, iront au Royaume-Uni. Ce retour marque un rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, initié par le Premier ministre Keir Starmer. Allez, on termine avec cette pub que vous avez forcément vue. Vous n'avez pas pu y échapper. Vous savez, c'est un petit loup avec des yeux jaunes tout mignons. C'est la pub Intermarché. Ça fait un carton dans tous les pays du monde. Oui, le loup solitaire, héros de la publicité d'Intermarché, où il renonce à manger des animaux pour Noël, est devenu, vous venez de le dire, une véritable star sur Internet. Désormais, les internautes réclament la
peluche officielle et les demandes se comptent par milliers. Mais prudence, des ventes frauduleuses circulent déjà, certaines proposées à plus de 10 000 € sur Vinted. Intermarché assure que la peluche officielle fabriquée en France et en Europe ne sera disponible qu'à partir de l'an prochain. Le patron du groupement Mousquetaire insiste, toute offre avant cette date est une arnaque. Loïc le disait, la plupart d'entre vous ont sans doute déjà vu la publicité, mais c'est cadeau, on s'en remet un petit bout. Eh bah sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde... Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Ah déjà, pas des gens. Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes, quoi. Ça chasse comment, les légumes? Laisse tomber, là. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. T'es sûr? Non, mais il n'y a pas de... Tel que je veux me montrer, et on dit chercher à savoir d'où me vient le... Et rappelons quand même 2 anecdotes importantes sur cette publicité. La première, c'est qu'elle n'est pas faite par l'IA et c'est pour ça aussi qu'elle cartonne autant dans le monde entier. Elle a été faite par un studio français. Et puis la deuxième, je ne m'en souviens plus, mais je vous le dirai la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Alix de nous avoir partagé ce JT. On se retrouve tout à l'heure. Un petit tease de votre chronique. Eh bien, je vais vous parler des... TikTok Awards français. Avec un mathématicien qui a remporté un prix, me semble-t-il. Une superstar. Merci beaucoup, Alix. On en vient à notre question du jour. La santé mentale à l'école est-elle suffisamment prise en compte et accompagnée? La réponse est non, selon une étude publiée en novembre dernier par le réseau Les Entreprises de la Cité. Qu'il s'agisse des élèves ou du personnel d'éducation, la situation est extrêmement préoccupante. On en parle tout de suite avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir Yann Tanguy. Bonsoir. Bonsoir. Délégué général du réseau Les Entreprises pour la Cité. Un mot peut-être en préambule justement pour nous présenter l'origine et la mission de ce réseau. Alors les Entreprises pour la Cité existent depuis 40 ans. C'est une association qui est constituée en réseau d'entreprises. Notre mandat, c'est d'accompagner nos adhérents, donc les entreprises, dans le développement de politiques d'engagement sociétal et spécialement sur des sujets de diversité, d'inclusion, d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Alors en novembre dernier, vous avez donc publié une étude sur la santé mentale des acteurs de l'emploi et de l'éducation. Nous, évidemment, c'est les acteurs de l'éducation qui nous intéressent particulièrement. Pourquoi c'est une thématique qui vous est apparue urgente à mettre en lumière ? Alors déjà, pourquoi un réseau d'entreprises mène une étude sur la santé mentale des jeunes? Alors je dirais en fait que la santé mentale, c'est un des critères de discrimination. Et je disais tout à l'heure que notre mandat, c'était de lutter contre les discriminations. Je pense que c'est un critère qui a été oublié pendant longtemps, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, et notamment cette année avec la grande cause nationale autour de la santé mentale. Et on s'est dit voilà, qu'il était grand temps qu'on outille aussi nos partenaires, nos parties prenantes sur le thème de la santé mentale. Donc pour cette raison, la santé mentale fait partie de l'état de santé qui peut être un critère de discrimination dans l'emploi. Et alors pourquoi les jeunes? Tout simplement parce que c'est une source de préoccupation pour les entreprises, pour nos adhérents, car les jeunes sont leurs futures collaboratrices et collaborateurs. Et avec les chiffres alarmants qu'on a eus ces derniers mois, ces dernières années, les entreprises ont manifesté un intérêt pour s'engager aussi sur, mieux connaître déjà et pouvoir mieux s'engager auprès de nous. On a des actions également au sein de notre association envers les jeunes. On a un programme qui s'appelle Innove Avenir, par lequel on intervient en milieu scolaire avec des professionnels d'entreprise pour leur donner confiance dans leurs perspectives d'avenir, leur orientation professionnelle. Alors sur les élèves et les personnels d'éducation, quels sont les principaux enseignements de cette étude? Alors déjà en constat,
c'est vrai d'ailleurs pour les acteurs également de l'emploi, mais c'est plus vrai encore pour les acteurs de l'éducation. Donc acteurs de l'éducation, ce sont nos répondants, c'est principalement les collèges, les lycées, les établissements scolaires. 9 sur 10 constate une augmentation des besoins de prise en charge des élèves en matière de santé mentale au cours des 5 dernières années. C'est énorme, hein. Donc c'est 90%. Hein. On se dit 90%. Ouais. Le sujet existe probablement depuis longtemps, mais du coup on a le sentiment là qu'il s'est beaucoup accéléré au cours de ces dernières années. Et on a posé une autre question qui est peut-être un peu plus précise, qui est un second chiffre intéressant qui ressort de cette étude. 8 sur 10 d'entre eux estiment qu'aujourd'hui le bon fonctionnement de leur établissement est entravé en raison de la situation de santé mentale dégradée des élèves. Donc c'est voilà, à travers cette étude un peu comme une alerte de leur part, ce qui les conduit pour 70% d'entre eux à considérer que ce sujet de la santé mentale des élèves est devenu un sujet prioritaire, structurant pour la vie et la réussite scolaire. Quand on dit prioritaire, bon, c'est prioritaire par rapport à quoi, hein, il y a beaucoup d'enjeux importants dans l'éducation, mais ce qu'il y a derrière ces réponses, c'est probablement le besoin de prioriser davantage ce sujet de la santé mentale. Est-ce qu'on arrive à isoler le pourquoi de cette explosion des besoins en termes de santé mentale sur ces 5 dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu le Covid, bien sûr, on en parle toujours, mais peut-être encore plus l'avènement des réseaux sociaux, peut-être les isolements familiaux. Enfin, est-ce qu'on arrive à savoir? Alors, vous avez commencé à faire réponse. C'est vrai que alors l'étude ne portait pas spécialement là-dessus, mais il se trouve que on a aussi produit cette étude en support au Tour de France de la diversité qu'on organise chaque année avec un programme qu'on porte qui est la charte de la diversité autour du thème de la santé mentale, où on a rencontré beaucoup d'acteurs qui accompagnent des personnes en recherche d'emploi et aussi des acteurs du monde enseignant. Ils ont tous mis en avant je suis pas un clinicien, donc j'espère que j'emploie les bons mots, mais un syndrome de post-traumatisme lié au Covid qui a engagé pour beaucoup de jeunes du repli sur eux-mêmes, de l'isolement et le déclenchement de troubles psychiques légers à sévères. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dans les médias ces dernières années et ces derniers mois notamment des situations de violence des jeunes envers eux-mêmes parfois, envers les autres jeunes, voire envers les adultes. Et voilà, on relie un peu, enfin, dans les déclarations des gens qu'on a pu entendre, l'augmentation de ce phénomène à la situation post-Covid. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est depuis un peu plus longtemps, hein, mais on commence à en percevoir davantage les conséquences, l'usage du digital, du téléphone, alors surtout du digital, et notamment des réseaux sociaux qui malheureusement emmènent les jeunes vers les mêmes conséquences que le Covid, même si apparemment il n'y a pas de lien, mais de l'isolement, du repli sur soi et de la perte de confiance. Et puis des phénomènes d'harcèlement, d'harcèlement de meute parfois sur certains réseaux sociaux, sur certains groupes WhatsApp, etc. Donc effectivement... si je peux me permettre, cette nouvelle culture de l'image est très présente dans les réseaux sociaux et qui pousse les jeunes à se comparer entre eux, parfois beaucoup plus qu'avant, à identifier des modèles aussi qui sont différents. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron veut enlever le téléphone le plus possible à l'école et on verra d'ailleurs si ce sera possible et comment c'est possible. Je viens de dire que c'était confirmé à l'instant. Eh ben voilà, donc c'est confirmé, bravo. Mais on va voir en tout cas dans les faits si c'est respecté et comment ça peut être fait dans plein d'établissements. Effectivement. Également, hein, dans ce que les personnels enseignants nous ont remonté, sans que ce soit spécifique, mais ça s'est aggravé ces dernières années. Il relie aussi les difficultés des jeunes, souvent à leur contexte familial difficile et
à des conditions socio-économiques dégradées. Et également, ils ont souvent parlé sur un tout autre plan, mais de l'anxiété qu'ils peuvent avoir on parle souvent d'éco-anxiété, mais plus globalement sur leur perspective d'avenir, leur orientation. Alors, il y a aussi une dichotomie étonnante que j'ai relevée en découvrant cette étude, c'est qu'une grande part des personnels de l'éducation se dit compétente en la matière pour gérer ces problèmes de santé mentale, mais une part non négligeable d'entre eux n'a jamais suivi de formation sur ce sujet. Et donc, je me suis dit, comment peut-on se sentir légitime là-dessus si nous n'avons pas de formation ? C'est vrai qu'il y a un écart important de ce point de vue entre les personnels qui accompagnent dans l'emploi et les personnels de l'éducation. Je pense que ça tient quand même à la formation initiale, très tournée vers l'attention, l'écoute et la pédagogie. Là où c'est probablement plus diversifié dans les filières Donc ils sont structures qui accompagnent intrinsèquement plus tournés vers les problématiques psychologiques, en tout cas les personnels de l'éducation qui expliqueraient qu'ils se sentent légitimes à prendre en main ce type de problématiques. Oui, et plus sensibles, plus sensibilisés aussi, parce que leur public ce sont des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'ils ne réclament pas de formation. C'est aussi ce que dit l'étude, oui. Voilà. Il y a un vrai besoin de formation. Et ce qu'ils disent, c'est que ils sont outillés, je dirais, à un premier niveau. Ils sont plus à l'aise que la moyenne des gens, si je peux dire, pour aborder les questions de santé mentale, puisqu'ils ont l'habitude des enfants, des jeunes, mais il leur manque des outils pour aller plus loin. Ça pose aussi la question du rôle de l'enseignant. Je pense qu'ils ont besoin, c'est ce qu'ils disent aussi, de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enseignant pour prévenir le risque de dégradation de la santé mentale des jeunes qu'ils ont. Ce qu'ils ont identifié, c'est que ils peuvent, je ne dis à dessein pas ils doivent, mais en tout cas ils peuvent avoir un rôle pour détecter, essayer d'identifier, une première identification du trouble, alerter et rediriger. Et c'est là où ils sont beaucoup moins outillés. Ouais. Il y a une autre tendance qui ressort, c'est cet accompagnement informel que beaucoup de professionnels disent maîtriser, alors que de l'autre côté, la santé mentale des élèves est au plus mal. Donc c'est intéressant de voir cette perception des professionnels sur leurs compétences, où ils disent « mais oui, je gère ». Mais on a des chiffres qui sont incroyablement inquiétants. Est-ce que finalement, leur perception n'est pas un peu biaisée sur eux-mêmes ? Probablement. Et ce qu'ils mettent aussi en avant, c'est qu'ils peuvent avoir les compétences et l'envie d'endosser, d'avoir ce rôle, mais il manque de temps et ils font souvent aussi valoir, et ça ne pose pas problème que sur notre question aujourd'hui, mais que la situation de sureffectif les entrave beaucoup aussi dans leur capacité à agir. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas assez pour encadrer tous ces jeunes. Ce que les personnes interrogées soulignent aussi, c'est le manque d'organisation de temps pédagogique autour de la santé mentale. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que ce soit institutionnalisé dans l'emploi du temps pour que ça devienne un vrai moment d'échange, de partage et de compréhension. Oui, alors c'est pareil, c'est un sujet plus vaste que le temps qu'on devrait réserver. Tout à l'heure, on disait que le sujet doit être repriorisé, doit remonter dans l'agenda et dans le cursus de formation. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, intégrer dans le temps d'enseignement le temps de formation. Il y a beaucoup de débats à ce sujet. Nous, tout ce qu'on peut dire au terme de cette étude, c'est que à chaque fois que c'est possible, ce sujet doit être priorisé parce qu'ils l'attendent beaucoup. Oui, c'est ça. Quelles sont les différentes propositions des professionnels de l'éducation ? Puisque là, nous avons fait le constat. Il est assez alarmant, vous l'avez dit, mais quand même, les professionnels proposent des choses, notamment des formations spécifiques, des concertations. Racontez-nous un petit peu. Alors oui, le premier
Le premier levier qui est avancé est celui du besoin de formation. Alors en plus, il existe maintenant des formations professionnelles, certifiées. C'est les premiers secours en santé mentale qui devraient probablement être adaptés pour ce personnel et le public qu'ils accompagnent. Ils disent aussi, il s'agit de moyens, donc c'est pas un levier forcément facile à actionner, mais qu'ils auraient besoin de renforts sur certains métiers, notamment le métier de psychologue pour enfants. Ou même d'infirmière scolaire, parce qu'on sait qu'il en manque vraiment de façon très très alarmante également. Il note aussi le besoin de mieux se coordonner et de mieux capitaliser et profiter des ressources qui peuvent exister localement, mieux se coordonner entre acteurs du monde scolaire, du monde éducatif et du monde de la santé, faire davantage de liens. C'était vraiment le sens de notre Tour de France, de les réunir en fait et de pouvoir parler des liens, de se connaître tout simplement, parce que parfois les ressources existent mais on ne les connaît pas et on n'y accède pas. Et je pense que là il y a beaucoup à gagner sans qu'il s'agisse de moyens supplémentaires à engager. Il y a aussi une demande, ou en tout cas un espoir, c'est de renforcer donc l'implication des parents et des familles. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que la santé mentale est un sujet pour l'école et que les familles peut-être s'en dessaisissent un tout petit peu. Or, on ne pourra y arriver que si les parents et les familles, donc au plus sens large, se saisissent, mais plus que ça, aient conscience de la situation fragile de leurs enfants, petits-enfants, neveux, nièces. Oui, je pense que la santé mentale des enfants est d'abord le sujet des parents. Alors, il devrait l'être, mais les parents attendent toujours de l'école qu'elle règle tous les problèmes. Oui, et alors ça, je ne sais pas dire ça. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, il y a un intérêt pour les jeunes à pouvoir être, alors, pas pris en charge. Les enseignants ne sont pas des soignants, bien sûr, mais les enseignants ont plus de recul que des parents pourraient en avoir sur leur enfant et pourraient être amenés peut-être plus facilement et plus froidement, je dirais, à détecter des signaux de vulnérabilité en santé mentale, c'est sûr. Alors on parle de la santé mentale des élèves, mais il y a celle aussi évidemment des enseignants et des personnels de l'éducation eux-mêmes, qui sont dans une situation très compliquée, avec des gouvernements successifs qui sont venus et allés, qui ont changé des choses et puis qui les ont refaites, etc. Plus le manque d'effectifs, le manque de soutien, le manque de considération, de rémunération, enfin tout ce qu'on connaît autour de l'école. Et là aussi, il y a quelque chose à jouer sur la santé mentale des adultes. Sûrement. Encore une fois, c'était pas le champ de l'étude. Ce qu'on a perçu à travers les échanges qu'on a eus dans les villes où on a fait étape et où on a restitué cette enquête, c'est que le besoin de formation qu'ils expriment, c'est d'abord, bien sûr, pour répondre aux besoins des jeunes, mais c'est aussi pour préserver leur propre santé mentale, pour les protéger eux-mêmes, parce qu'en mieux les outillant pour répondre aux besoins des jeunes, ça leur enlève assez naturellement le stress et l'anxiété qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien d'enseignants et dans le traitement de ces situations compliquées auprès des jeunes. Alors, cette étude, elle a quand même des choses importantes à nous dire sur l'état de la société et de l'école aujourd'hui. De quelle manière vous allez essayer de la faire rayonner, peut-être l'amener jusqu'au plus haut sommet de l'État, au ministère de l'Éducation, parce que ça dit des choses en fait sur la situation de l'éducation aujourd'hui. Eh ben, merci de vous encourager. Mais de quelle manière vous allez pouvoir faire rayonner toutes ces infos qui sont importantes? Ouais, nous on a une approche avec les entreprises pour la cité très terrain, je dirais. Donc d'abord on fait vivre ces résultats auprès de nos adhérents. Je disais on restitue ces éléments auprès des acteurs locaux de la santé, de l'emploi et du monde éducatif dans 8 villes. On aura notre dernière étape du Tour de France de la diversité sur la santé mentale très probablement en mars prochain à Paris. On fait se rencontrer les acteurs
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a des liens avec l'Alliance pour la santé mentale. On sait que je crois que je ne dis pas de bêtises, que la santé mentale restera grande cause nationale en 2026. Et donc, voilà, on compte bien exploiter ces résultats et les faire valoir pour que les pratiques changent et que la formation, notamment puisque c'est le premier sujet qui revient, c'est le premier besoin qui revient, puisse être remonté dans l'agenda des moyens et l'agenda, je dirais, tout court, quoi. Ça arrive vite et que cette formation puisse être systématisée. Aujourd'hui, il y a vraiment des décalages. Vous dites, alors j'avais les chiffres, c'est 6 répondants sur 10 n'ont pas eu de formation spécifique sur le sujet de la santé mentale et 30% n'en ont pas eu du tout. C'est-à-dire aucune formation qui pourrait se rapprocher des situations qui compliquent la vie des jeunes aujourd'hui. Pour sortir un petit peu de cette étude qui est toujours extrêmement intéressante, d'ailleurs on peut la lire en ligne sur quelque part si nos téléspectateurs veulent la découvrir, est-ce qu'on peut... Absolument, vous la trouvez sur le site des entreprises pour les citer. Voilà, et donc pour sortir un peu de cette étude, quelles sont les prochaines actions que votre réseau va mener au service des entreprises? Alors, on a en très prochaine actu la sortie d'un film de sensibilisation aux enjeux de santé mentale dans le cadre d'une série qu'on a démarré sur le thème du handicap invisible, qu'on a poursuivi avec le thème de l'intergénérationnel, puis de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est la vie d'une petite équipe dans une entreprise qui affronte les stéréotypes qu'on peut avoir sur des sujets de société. Et voilà, l'idée, c'est de montrer, de déstigmatiser aussi ces questions, de pouvoir en parler librement. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi sur ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'une des difficultés pour pouvoir traiter en établissement scolaire la question des difficultés des jeunes en santé mentale, c'est la stigmatisation qu'on peut avoir sur de ces personnes fragiles qui les empêchent de pouvoir s'exprimer et qui empêchent aussi parfois les personnels enseignants de les exposer. Donc on travaille vraiment beaucoup sur la déstigmatisation du sujet, surtout pas sa banalisation, mais disons faciliter la parole autour de ces questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yann Tanguy, délégué général des entreprises pour la Cité. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une courte pause, les amis, on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation où nous allons remettre l'école au milieu du village. C'est le cri du cœur de nos deux invités à l'approche des élections municipales. J'accueille Virginie Lanlot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue à la ville de Meudon et Emma Berthoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'association L'école change demain. Alors Virginie Lanlot, racontez-nous votre engagement auprès justement d'Emma Berthoin. De quelle manière vous vous êtes retrouvée sur ces questions d'éducation? Alors on s'est retrouvés au travers d'une connaissance commune, une maire de la circonscription des Hauts-de-Seine de Ville d'Avray, qui nous a mis en commun parce que je suis engagée sur tous les sujets d'éducation depuis près de 25 ans maintenant, d'abord en tant que maman, représentante de parents d'élèves, puis élue à la ville de Meudon sur les sujets d'éducation. Et je suis et quand je parle d'éducation, c'est avec un grand E, c'est pas seulement l'école, c'est l'éducation du plus jeune âge jusqu'à l'insertion professionnelle, en prenant en compte tous les temps de l'enfant et surtout en prenant en compte l'enfant lui-même dans son individualité pour l'accompagner dans son parcours. Et donc on s'est rencontrés avec Emma qui travaillait sur un plaidoyer en direction des municipales parce qu'on pense, et elle vous le dira par elle-même, que les maires sont au cœur des projets éducatifs et qui sont les alliés de l'école. Ils sont au plus près du terrain, au plus près des familles et donc ce sont les premiers concernés par la politique éducative sur leur territoire. Emma, justement, quelle est la mission de votre association très précisément ? Donc l'école change demain, c'est un mouvement citoyen pour l'école. En fait, on s'est rendu compte qu'il manquait 3 choses pour que l'école fonctionne en France. Il manquait une vision partagée,
qui nous relient, qui nous mettent en mouvement. Il manquait des espaces qui réunissent les décideurs et les acteurs de terrain. Et puis, il manque une remontée des initiatives qui fonctionnent. Et donc, notre objectif, c'est de réunir en France toutes celles et ceux qui œuvrent et qui rêvent d'une école plus juste et joyeuse pour tous, autour d'une vision, d'initiatives qui fonctionnent et d'espaces d'intelligence collective. Et bien justement, vous avez fait un grand tour de France des initiatives éducatives. Lesquelles, s'il y en a deux à mettre en lumière, vous ont particulièrement marqué ? Alors, on a travaillé dans notre plaidoyer sur 3 axes, c'est-à-dire sur les résultats de ce grand tour de France qui a réuni plus de 1500 personnes partout en France. On a travaillé sur la posture d'un maire, comment il peut être allié de l'école, et puis sur des initiatives positives. Le but de notre plaidoyer, c'était non pas de dire il y a des initiatives qui fonctionnent et il faut les appliquer de manière uniforme partout en France, mais bien... Quand on a un besoin, on peut s'inspirer d'actions qui ont été mises en place à certains endroits. C'est difficile de choisir. Il y en a une que je suis obligée de citer parce qu'elle fait sourire tout le monde. C'est un petit village qui s'appelle Saint-Bonnet-le-Froid, d'où vient un chef cuisinier qui s'appelle Marcon. Et Marcon trouvait ça complètement... anormal que sa petite fille mange si mal à la cantine. Et donc, il a décidé d'une fois par mois, pendant une semaine, d'aller faire manger dans la cantine. Et donc, une fois par mois, ce sont des enfants... gratuitement Parce qu'on aimerait tous avoir un chef à domicile, mais il y a un moment donné, en Ile-de-France par exemple, je pense qu'ils voudront peut-être se faire payer, mais c'est vrai que c'est une belle initiative. Peut-être en ruralité d'ailleurs, ça marche mieux que dans les grandes villes. Oui, je crois que ce qu'il y a à retenir dans cette initiative, c'est pas sa forme, c'est vraiment l'intention. Oui, l'intention. Qui est celle de se demander sur son territoire quels sont les talents qui est à disposition et qui pourrait œuvrer demain au service de l'école. Donc, là, vous avez la chance d'avoir Marcon, mais ça peut être un boulanger, un artisan. Il y a un autre village qui a mis à disposition un grand local à destination d'une association pour travailler sur de l'artisanat entre des personnes âgées et des enfants. Je crois beaucoup à tous les projets d'hybridation, notamment à l'heure où il y a un déclin démographique. Évidemment, il y a la commune de Barlin qui a installé une maternelle dans un EHPAD. Donc tout ce qui permet de créer des liens entre ce qui se passe... L'intergénérationnel marche bien, ouais. Entre ce qui se passe à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. Virginie Lanlot, l'idée maintenant, donc, c'est de peser sur cette campagne municipale 2026 avec un appel aux parents pour qu'ils challengent les candidats municipaux pour leur dire maintenant, en fait, c'est vous qui avez le pouvoir de rendre notre école plus ambitieuse, maintenant il faut y aller. Est-ce que vous estimez que tous les maires ne sont pas engagés de la même manière auprès de nos enfants ? Ah non, je pense que je serais bien la dernière à dénigrer les maires sur leur engagement auprès de leurs écoles, des familles. Peut-être que pour certains maires, il y a aussi des informations qu'ils n'ont pas, ou ils ne trouvent pas les ressources, ou ils n'arrivent pas à mettre en lien aussi sur leur territoire les différents acteurs. Et c'est effectivement, c'est notre objectif, c'est de réussir à mailler les territoires et à les accompagner dans leur maillage de territoire. Tous les maires sont engagés pour leurs habitants, qu'il y ait une école ou pas. Donc ça, il n'y a pas de... Il y a peut-être aussi un problème de budget, et il ne faut pas le nier. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de budget au sein de École Change de Main, parce qu'on s'est quand même aperçu aussi que ce n'était pas forcément une question de budget, c'est aussi une question de maillage du territoire. Quand vous avez par exemple une médiathèque sur votre territoire et qu'il y a une école pas loin, il peut ne rien se passer entre les deux. Il suffit potentiellement de les mettre en lien et de créer le fait que les enfants d'une classe vont aller dans la médiathèque et inversement, les médiathécaires vont venir dans l'école pour raconter des histoires. C'est pas forcément une question de budget, parce que là, tout le monde est installé, c'est déjà pris en compte, etc. Donc c'est aussi de mettre en lien des associations avec les écoles. Quand on parle effectivement de nos seniors, on a, alors je sais plus quelle ville, où ce sont des seniors qui tous les lundis viennent déjeuner à la cantine avec des enfants, et ils viennent, alors c'est pris en charge par la ville, mais c'est pas ça qui va plomber le budget de la ville. Et ils viennent, une vingtaine de seniors qui viennent tous les lundis déjeuner avec les enfants, et ils restent pas entre eux, ils se répartissent et ils discutent avec les enfants. Donc c'est des petites actions, mais qui créent du lien et qui donnent envie d'eux et qui créent cette dynamique sur un territoire. Donc
oui, évidemment, il va potentiellement y avoir des problèmes de budget. Mais je pense que ce n'est pas l'objet premier de notre engagement. Vraiment, l'objet premier, c'est de mettre en valeur aussi tous ces mères qui sont allées d'école et qui font énormément et de les mettre en lumière. Et puis on dit toujours qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais au moins on a des idées. Exactement. Donc là, on en a plein. Emma, parmi les grands thèmes sur lesquels vous engagez les mères justement à aller plus loin, il y a, je cite, porter une vision ambitieuse de l'école. Ce qui signifie qu'elle n'est peut-être pas si ambitieuse que ça aujourd'hui. Par quels moyens et par quelle vision ils peuvent devenir plus ambitieux? Ça passe par quoi de façon très concrète? Je crois qu'il y a une source de nos limitations en termes de politique éducative qui est qu'on a intégré l'idée que l'éducation nationale était un mammouth, que l'école c'était difficile à faire évoluer. Et donc on a tellement intégré ce poids qu'on a complètement arrêté d'imaginer le futur de l'école. Et donc on lance plus rien parce qu'on se dit oh là ça va être trop compliqué. Et donc on n'ose pas rêver. Et d'ailleurs il y a eu un très bon rapport du CESE de 2024 qui s'appelle Réussir à l'école, réussite de l'école, dont la première recommandation c'est de créer une convention citoyenne ou une démarche démocratique pour redéfinir les finalités de l'école. Donc nous ce qu'on propose aux élus c'est de s'autoriser à rêver et de travailler de manière très collégiale sur leur territoire à imaginer, à rêver le futur de l'école. Donc nous on propose une modalité qui est d'organiser des ateliers. On va mettre autour de la table des enseignants, des parents, des associations, des élus et on va faire deux choses dans ces ateliers, s'autoriser à rêver et repérer les initiatives qui fonctionnent sur le territoire. Bien sûr, c'est l'esprit de cette démarche qu'il faut, à notre sens, garder et c'est des formes d'ateliers qu'on peut organiser, bien sûr, même sans l'école change demain. Quel est le lien que vous avez avec le ministère de l'Éducation nationale? Alors, il a beaucoup changé. Ces 4 dernières années, ça a été un petit peu une galère. Bon, maintenant, on a quelqu'un qui, à peu près, tient la route et est parti pour quelques mois encore. Parce que, finalement, ce que vous portez là pour les maires peut être porté tout simplement en termes national. Alors, il y a peut-être 2 échelons. Au niveau du ministère, donc notre plaidoyer a été reçu avec intérêt, je crois, la semaine dernière par le ministre. Et puis ensuite, il y a au niveau des services de l'éducation nationale, au niveau des inspections, par exemple, à tous nos ateliers, on va inviter des inspecteurs, des DAZEN, etc. C'est que des personnes qui, à l'intérieur du système, vont penser et rêver à une école plus juste et plus joyeuse pour tous et qui sont souvent heureux de trouver un espace de réflexion où ils sortent aussi du cadre stricto sensu de l'éducation nationale. Mais il y a quand même un défi, c'est qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de personnel périscolaire. L'idée, c'est de dire on peut faire quand même avec la situation un peu catastrophique ou chaotique, disons, de l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne demandez pas plus de profs, vous ne demandez pas plus de pions, entre guillemets, vous dites juste faisons avec ce qu'on a et avec de l'idée. Alors moi, je crois beaucoup en la mutualisation et le fait de sortir des silos. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, c'était l'école et le reste du monde. Je caricature évidemment. Mais la réforme des rythmes scolaires qu'il y a eu en 2014, puis la crise Covid, puis différents événements ont montré que l'école ne pouvait plus faire tout seul. Et donc, on est obligé de casser ces murs pour travailler sur un temps plus long de l'enfant, de 8h du matin à 8h le soir. Il y a les temps périscolaires, il y a le mercredi, il y a les vacances, etc. L'école, je répète toujours, c'est 144 jours dans l'année. Le reste du temps, il faut les accompagner, les enfants. Donc, notre objectif, c'est de casser un peu ces murs et d'essayer de trouver aussi le moyen de mutualiser les forces. C'est pas forcément avoir plus de profs. Alors, en périscolaire, il est une certitude que sur les animateurs, on est vraiment en manque criant. Il y a un problème de vocation et les dernières actualités sont pas joyeuses en ce sens. Mais pour autant, il y a des associations qui sont actives sur le territoire, qui ont, admettons, des éducateurs pour les journées foot ou tennis ou natation. Ils travaillent sur un temps certain, mais il y a des heures où ils ne travaillent pas puisqu'il y a école. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas aussi à construire une autre manière d'embarquer les enfants, d'être force de proposition en activité sur les territoires, sur les médiathèques, on arrive à mutualiser. C'est pas que l'enseignant en maternelle ou en élémentaire qui va raconter l'histoire, ça va être la médiathécaire, ou ça va être une association, par exemple, comme Lire et Faire Lire, qui est une association nationale, où ce sont des seniors qui vont dans les écoles, dans les crèches, raconter des histoires aux enfants. Donc je pense qu'il y a moyen de réinventer l'école, évidemment de carter le cap que l'école, elle est là
pour former nos enfants, pour leur apprendre les savoirs, pour qu'ils puissent évidemment grandir avec une tête bien pleine et bien organisée. Mais il y a tout un écosystème autour qu'il faut mettre en mouvement et il faut les rendre acteurs de l'école. Il y a un autre défi néanmoins, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui sont aussi députés, qui président des départements, qui sont dans différentes commissions et qui ne peuvent pas tout faire ou lancer ce type d'initiative. Alors, ils ont du coup des élus qui sont en charge de l'éducation et qui sont aussi là pour faire ça, mais on peut se dire aussi qu'il y a beaucoup de maires qui ont la tête un petit peu ailleurs et qu'il faut... Votre message, c'est aussi de dire... Remettez le nez dans votre commune. C'est comme un chef d'entreprise. Quand vous êtes patron d'une entreprise, vous ne pouvez pas tout faire. Donc vous donnez une vision, c'est ce dont parlait Emma tout à l'heure, vous déterminez une vision avec les acteurs du territoire, avec votre équipe municipale, et puis vous demandez à vos collaborateurs côté service et à vos adjoints de mettre en œuvre cette vision. Donc le maire, effectivement, en fonction de la taille de la commune, il ne peut pas être partout. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a des adjoints à qui il délègue. On appelle bien ça une délégation. Et ces adjoints, mais ils vont aller voir aussi sur le territoire avec qui ils vont... Donc c'est comme dans une entreprise, quelque part, en termes d'organisation. Donc il y a moyen de faire. Alors effectivement, on a des maires qui ont différentes fonctions. Alors plus de députés maires, parce que c'est plus permis. Oui, mais nous avons eu un maire Premier ministre récemment. On a eu un maire Premier ministre. Je doute que la ville de Pau ait été à ce moment-là sa priorité. Oui, mais elle n'était pas abandonnée. Elle n'était pas abandonnée pour autant. On est d'accord. Adjoints, et notamment le premier adjoint et les délégués. Donc ça fonctionne. Quand un maire est malade et ça arrive, on arrive à faire fonctionner. On est une équipe. Quand on est dans une équipe municipale, on est un collectif. Donc on arrive à fonctionner. Oui, peut-être pour compléter ce que dit Virginie, le message, l'objet de notre association, c'est de remettre dans l'école une forme d'élan et une forme d'envie de changement à travers de la joie, du rêve, ce qui peut nous mettre en mouvement. Donc, on va travailler ensuite avec chacun des acteurs sur comment on fait pour accompagner un maire, un parent, un enfant sur son pouvoir d'agir. Et notre message, c'est que bien sûr, personne ne peut agir seul, sinon ça aurait été fait depuis longtemps. C'est comment on travaille sur justement un pouvoir d'agir collectif. Ce sont de très jolis mots de la fin. Merci beaucoup Emma Berton d'avoir été avec nous, fondatrice de l'association L'école change demain, et merci Virginie Lanlot, donc élue à la ville de Meudon. Merci infiniment. Tout de suite, on retrouve Alix Nguyen pour sa chronique. On va parler de TikTok. Alix, on connaît les Grammy Awards, on connaît tout ce qu'il y a de Awards, mais il y a quelque chose de nouveau, c'est les déclinaison. C'est ça, les TikTok Awards français. Pour la deuxième année consécutive, ils ont récompensé des créateurs qui nous font rire, qui nous font réfléchir, qui nous font apprendre. C'est rare d'ailleurs sur TikTok qu'il y ait toute cette définition parce qu'il y a beaucoup de pas grand-chose. En tout cas, parmi eux, il y a un prof de maths qui cartonne. Oui, et d'abord, un peu de contexte, parce que les TikTok Awards, c'est pas juste une soirée à paillettes avec des créateurs qui se félicitent entre eux. C'est une cérémonie annuelle qui récompense les créateurs français qui ont marqué l'année sur la plateforme. Parmi les catégories, on retrouve l'humour, le sport, la cuisine et le lifestyle. Mais bien sûr, il y a l'éducation. Cette année encore, la cérémonie s'est tenue au théâtre du Lido sur les Champs-Élysées. Et la particularité, c'est que ce sont les utilisateurs qui votent. Donc, c'est pas un jury un peu hors sol. C'est vraiment la communauté qui dit, elle ou lui, ça nous parle. Et alors, pour vous dire tous les coulisses de cette émission, notre amie Alix qui est là n'a pas du tout TikTok. C'est-à-dire que c'est une terra incognita pour elle. Donc, un ovni. Elle s'est plongée là-dedans, elle s'est dit, mais où je suis ? Une vraie aventure. C'est ça. Mais il y a l'éducation qui prend de plus en plus de place, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Exactement. TikTok n'est plus seulement une plateforme de divertissement, c'est devenu un outil d'apprentissage massif, surtout chez les jeunes. Et cette année, le prix du créateur TikTok Éducation a été attribué à Lucas Marcarian, alias Lucas Math 4. Alors Lucas, c'est un prof de maths en poste dans un lycée à Marseille. Au moment où on se parle, il cumule 1,9 million d'abonnés sur TikTok. Autant vous dire qu'il concurrence l'éducation nationale. Son credo à lui, c'est que personne n'est nul en maths. Et pour le prouver, il utilise ce que TikTok sait faire de mieux, des formats courts, rythmés, visuels et surtout très incarnés, comme ici, lorsqu'il ramène la coupe à la maison. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Et c'est vraiment une surprise pour vous parce que j'avais envie de partager ça avec vous.
Ça va pas, non. Je vous l'ai amené et je l'ai montré qu'à votre classe parce que je suis votre professeur principal. Et que j'avais envie... commence pas... C'est sérieux ce que je vais dire. Je voulais vous le dédier. Parce que enseigner, c'est transmettre. Et que ce métier que je fais, pourtant je crée du contenu sur les réseaux, mais mon premier métier, c'est de vous transmettre mon savoir, c'est de vous transmettre mes valeurs, c'est de vous transmettre des valeurs. Et que ce trophée, aussi beau qu'il soit, symbolise un travail sur les réseaux, mais ça symbolise aussi l'éducation, symbolise aussi ce que je fais avec vous au quotidien. Et vous dire que je vous aime fort. Et ce moment-là, il est important en fait parce que c'est quelque chose qu'on voit peu, un prof qui se sent valorisé, reconnu publiquement. Non, mais là, son intervention devant ses élèves, elle est trop mignonne. Elle est émouvante. On sent qu'il est extrêmement, effectivement, ému. Et on voit bien que ce n'est pas qu'un prof qui fait des vidéos. On sent qu'il y a quelque chose qui vient du cœur et des tripes. Non, Lucas, ce qu'il distingue, c'est pas seulement son franc-parler ni ses coups de gueule réguliers. C'est surtout une pédagogie ultra maligne. Les enfants, je viens de m'acheter une voiture de luxe. D'après vous, qu'est-ce que je me suis pris? Alors, une Clio? Non, une vraie voiture de luxe. Une Porsche? Mieux que ça. Mieux que Rolls, ouais. Non. Une Ferrari? Non. Une Lamborghini. Laquelle? Je viens de m'acheter une Lamborghini. Laquelle? TikTok Money, ça c'est. Oui? Non. SVJ? Non. C'est pas possible d'avoir une voiture pour que je puisse conduire tous les jours un Urus. Je viens d'acheter un Urus. Et je vous le prête, celui qui répond à ce que je vais faire là, juste, je lui prête ce week-end mon Urus. Ok? Alors cette vidéo, pour donner quelques chiffres quand même, c'est 6 millions de vues et plus de 500 000 likes. Juste Lucas face à ses élèves qui leur dit « Je prête ma nouvelle voiture de 700 chevaux » à l'élève qui comprend ça. Il ne montre même pas encore le problème, il vend d'abord une histoire, un enjeu et transforme un concept abstrait, un problème de maths finalement, en un défi. C'est toujours un petit peu le storytelling comme on l'appelle aujourd'hui et il utilise les codes de TikTok mais à l'école, en classe. C'est ça, d'ailleurs si on dézoome un peu, depuis quelques années, TikTok est devenu un espace de soutien scolaire informel et Lucas Marcarian est loin d'être le seul. Il y a par exemple Monsieur Prof, le prof d'anglais. Il est allé à la Starac. Ah. Oui, c'est le professeur d'anglais de la Star Academy. Pour leur apprendre à avoir un bel accent, pour parler avec les stars, etc. Dire à quel point ce sont des stars. Près d'1 million d'abonnés, des vidéos d'1 minute pleines d'humour so British pour expliquer infosami, une règle de grammaire et la prononciation, of course. I am going to give you 2 sheets of paper. Okay, I'm going to give you 2 sheets of paper. Now, attendez. Je savais que quelqu'un allait dire ça. Now, une feuille, s'il vous plaît, une feuille, soit on peut dire a piece of paper, soit on peut dire a sheet of paper. Now, vraiment important de prolonger ce son voyelle. On dit plutôt sheet, mais on dit en aucun cas. Et je ne veux pas l'entendre, sinon c'est une heure de colle, le gros mot que vous savez. Okay? So, non, il n'a pas dit. A piece of paper or a sheet of paper. Uniquement Hugo, traduis-moi, j'ai une feuille. I have a sheet of paper. Excellent. Autre exemple très populaire en histoire géo, Yann Toucourt, des vidéos ludiques centrées sur une date, une anecdote. C'est très efficace pour ancrer des repères, comprendre le contexte et donner envie d'aller plus loin. Bref, Loïc, des créateurs qui expliquent des notions toutes matières confondues, il y en a à l'appel. Et qu'est-ce qui fait que ça marche autant ? Eh bien parce que le format impose une contrainte. Il faut aller à l'essentiel, pas de blabla, pas de jargon. Si c'est pas clair en 30 secondes, ça ne marche pas. Et ça, pour beaucoup de jeunes, c'est beaucoup plus accessible qu'un cours magistral. Alors évidemment, TikTok ne remplacera jamais un prof ou un vrai cours. Et Lucas le dit lui-même, ce qu'il fait, c'est du complément, pas du miracle. Il y a aussi des limites. Tout le monde peut pas se prétendre expert. L'algorithme met en avant ce qui buzz.
pas forcément ce qui est juste et la tentation de zapper est permanente. Mais quand c'est bien fait par des enseignants formés et engagés, ça peut réconcilier des élèves avec des matières qu'ils avaient abandonnées. En tout cas, si Lucas a remporté ce prix au TikTok Awards 2025, c'est parce qu'il incarne une évolution très concrète de l'éducation, une pédagogie plus directe, plus humaine, et quelque part, ce trophée, il récompense l'idée selon laquelle apprendre peut être exigeant et ludique à la fois. Magnifique. Ce sont de magnifiques mots de la fin. Bravo, Alix. Merci beaucoup. Tout de suite, les amis, c'est le meilleur de School TV, le best-of qu'on vous a compilé rien que pour vous. Ça s'appelle le Zap. Quelle est aujourd'hui la mission centrale de Concordia ? À Concordia, en fait, la mission centrale, elle est la même depuis ces fameux 75 ans. L'association s'est bâtie autour de valeurs comme la préservation de la paix. Donc on est encore sur ces valeurs aujourd'hui, sur l'ouverture à l'autre. Je me demande, ça ne résonne pas encore plus aujourd'hui ? Et on a de plus en plus besoin, ouais. Ça fait un petit peu écho avec ce que tu disais. On est de plus en plus confrontés à des difficultés financières, alors qu'en fait c'est aujourd'hui qu'on aurait le plus besoin de parler de nos actions et de s'engager et de faire vivre ces valeurs plus que jamais. Marine, en quoi Concordia se distingue-t-elle des autres associations de volontariat et de services civiques d'après toi ? On a reçu quelques associations. En quoi votre action est singulière peut-être ? Moi, je dirais quand même le côté international et interculturalité qui est vraiment au centre de notre projet parce que... J'ai dit international en intro, hein. Je savais que sinon j'allais me faire reprendre de voler. International, ouais. International. La légende raconte que ce serait un Italien, un Français, un Allemand qui aurait fondé Concordia après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il y a vraiment ce point d'interculturalité que peut-être d'autres associations n'ont pas, mais beaucoup quand même. Mais voilà, ce serait plus dans ce sens-là. Et après, moi, j'ai eu l'expérience du service civique à Concordia avant d'y travailler, donc c'est vrai que ça a une place vraiment particulière. Et ça donne vraiment l'occasion. Et tu en gardes quel souvenir ? Très très bon souvenir. Très très bon souvenir. J'ai eu la chance d'avoir une tutrice de service civique vraiment à l'écoute, vraiment incroyable, qui m'a permis de travailler sur beaucoup de projets. Donc c'est vrai que d'avoir un pied professionnel, j'ai envie de dire. Ça a changé ta vie au final, alors, si je comprends bien. Oui, vraiment. Et le côté et le découvrir en tant que salarié aussi, c'est vraiment très 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 bien. Donc ça a vraiment changé, oui. Il y a quand même moins de récits heureux de cette période de confinement. Dans les quartiers, la vie est au quotidien plus difficile qu'ailleurs parce que les conditions de vie sont plus difficiles qu'ailleurs. Ce n'est pas naturellement plus difficile. Mais donc effectivement, il y a des moments heureux. Il y a le fait d'avoir cuisiné en famille. Il y a beaucoup de choses en lien avec la multiculturalité dans laquelle grandissent ces enfants. La cuisine, c'est la culture, c'est la famille, c'est la transmission de la maman, de la culture, de la religion, des fois aussi pendant le ramadan, quand ça a été un ramadan confiné aussi. Mais il y a aussi les moments de jeu avec la famille. On a ressorti les Uno et les crayons de couleur. Et même s'ils n'ont pas eu lieu très souvent, ces temps de jeu en famille, ils ont vraiment marqué très fortement la mémoire des enfants. Mais la majorité des récits sont quand même des récits où la vie a été très difficile, où ce sont des quartiers où il y a une majorité de familles monoparentales, près de 40% dans un des 2 quartiers dans lesquels j'ai travaillé. Donc des enfants qui des fois ont dû s'occuper de leurs parents malades, des enfants, des situations de vie où il y a du surpeuplement aussi, où on n'avait pas un espace à soi, ni pour l'école, ni pour souffler. Et encore moins, avec des différences entre les filles et les garçons aussi à ce niveau-là. Un porte-parole de l'ONU qui s'est exprimé, qui a tiré la sonnette d'alarme sur le manque de moyens inédit depuis une décennie, alors qu'on n'a peut-être jamais eu autant besoin d'aide. Vous, dans quelle mesure est-ce que vous êtes impacté chez Concordia ? Nous, on est grandement impactés. On est une association envergure nationale, en fait. Donc on a une grande partie... on est tous salariés, en fait. Les personnes qui travaillent pour l'association sont salariées. On est aussi composé de bénévoles, mais l'association, elle tourne majoritairement grâce aux salariés. Et on le sent, les financements sont de plus en plus difficiles à aller chercher. On y passe aussi, paradoxalement, de plus en plus de temps. Donc c'est du temps qu'on ne passe pas à mener nos actions. Et ces financements-là sont difficiles à aller chercher. Donc... Étant une association, on vend quand même nos actions. Enfin, je veux dire, on a une activité économique autour de ça, mais qui se veut quand même ouverte au plus grand nombre. Donc, avec un modèle financier qui est difficile à tenir, mais comme pour toutes les associations. Mais vous vous retrouvez déjà obligé, contrainte d'annuler des actions
Oui, on a annulé cet été une partie de nos actions de chantiers internationaux. Donc on a 3 principales actions, le service civique, le corps européen de solidarité et les chantiers internationaux l'été, qui est vraiment notre action phare. Et on a dû annuler des projets cet été. Ça a été vraiment très difficile, l'école à la maison. Vraiment, les professeurs ont fait du mieux qu'ils et elles ont pu. Il y a eu, je suis aussi témoin parce que j'ai aussi travaillé avec les professionnels qui interviennent dans les quartiers, que ce soit des professeurs, des personnes de la politique de la ville, les associations. Donc je suis au fait de tous les efforts qui ont été consacrés à ce maintien de l'école à la maison, mais la réalité dans la majorité des récits est que l'école s'est réduite au devoir à la maison et que là, les inégalités, tous ces récits nous rappellent que l'école, ce sont aussi des conditions matérielles. Il y a plusieurs enfants qui devaient d'abord passer des heures et des heures à recopier les consignes et les devoirs pour pouvoir se coller à les faire. Et il y a vraiment... voilà. Et puis il y a aussi... Avec un mot d'abandon qui revient le régulièrement. Le sentiment d'avoir été abandonné, le lien avec les autres adultes, avec les collégiens, les collégiennes. À l'école, l'école, c'est bien plus que des connaissances et une posture d'élève et des devoirs à produire. Et en confinement, ça s'est vraiment résumé à cela pour la majorité d'entre eux. Et voilà pour le ZAP. Un grand merci d'avoir passé cette belle soirée avec nous. Pour vous accueillir ce soir, il y avait évidemment Alix Nguyen. Très belle fête à vous. Bonne fête, Loïc. On se retrouve évidemment l'année prochaine. Et pour vous accueillir en régie, à la réalisation, Xavier Sanchez, au son, Thibaut Goury-Lafont, au maquillage, Lola Eknoer. Et j'aimerais faire un immense bisou à Laura Girard et Emma Ferré qui nous ont accompagnés ces 2 dernières années à la rédaction et à la production de cette émission. Elles s'en vont pour de nouveaux projets et voilà, on pense très très fort à elles. On vous embrasse. Belle route à vous deux. Et on se retrouve évidemment demain. Alors, il y aura Virginie pour vous accompagner pour ce dernier jour de la semaine et vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Bye bye.